Mais depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui un grand confrère, journaliste, chercheur et surtout journaliste d'investigation. Vous allez comprendre pourquoi et de qui il s'agit. Dans quelques minutes, il a mis sur le marché près de 16 livres. J'espère ne pas me tromper en prononçant le chiffre 16. C'est quelqu'un qui s'attaque au sujet que personne n'ose toucher. Et à chaque fois, il a eu raison, car même ceux qui ont intenté des procès contre lui ont vite battu en retrait. Le monsieur était très documenté. Ce monsieur, c'est Charles Onana. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je serre toujours les mains de mes invités pour vérifier, car j'ai tous les ADN dans mon corps, donc voilà. Charles, ça faisait combien d'années on t'attendait? Oh, je ne sais pas. 2 ans. Voilà, chers téléspectateurs, on ne va pas vous mentir, sur JMTV+, on ne ment pas. Je ne vais pas vous voir, Charles, parce que c'est un grand confrère, et un grand frère en plus. Je te dois, Charles, je te dois ce que je sais aujourd'hui sur les tirailleurs sénégalais. Je te dois en grande partie mon documentaire sur le capitaine Charles Ntchouéré, dans lequel tu interviens, tu es mon fil rouge. J'apprends beaucoup de toi, et je dois te dire, devant les téléspectateurs qui nous regardent, un grand merci. Sans toi, je ne saurais pas ce que je sais sur les tirailleurs sénégalais. Et merci beaucoup du fond du cœur. Écoute, c'est un grand plaisir déjà d'être ici. Tu as reçu d'illustres personnalités ici, des compatriotes, beaucoup. Et puis surtout, moi j'ai toujours beaucoup apprécié ce que tu fais, et je souhaite que cette expérience soit durable. Parce qu'on a besoin, dans la diaspora et au pays en Afrique, on a besoin d'avoir des journalistes, des confrères qui innovent, qui ont des approches différentes. Et plus les approches sont différentes, mieux on se porte. Ça s'appelle le pluralisme, tout simplement. J'espère que ceux qui doivent comprendre ont compris. Ça s'appelle le pluralisme. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. C'est Charles Onana, écrivain, journaliste d'investigation et chercheur, est notre invité. Nous avons, entre autres, des livres écrits par Charles Onana, La France et ses tirailleurs. En quelle année ça, Charles? 2003. 2003. 11 ans avant que le Canadien, un écrivain canadien, ne dise que... la France libre fut africaine. Fut africaine. Donc, 11 ans avant ce Canadien, tu avais déjà mis ce livre sur le marché que j'ai lu il y a 5 ans et que j'ai beaucoup aimé. On apprend beaucoup en lisant ce livre sur la situation des tirailleurs sénégalais lors de la Seconde Guerre mondiale surtout. Et surtout, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est le Cameroun qui a financé la France libre. Comment? De plusieurs façons. Par des produits agricoles, et surtout les mines d'or de Betaroya, vous savez, à la frontière du Gabon, dans la zone très proche du Gabon. Il y avait des mines d'or là-bas. Et ces mines d'or ont été, je dirais, l'un des fleurons de la richesse de la France libre en 1940. C'est l'histoire du pays. Oui, ce qui n'est pas connu. Il y a aussi eu ce livre Noir, Blanc, Beurre. 2005. 2005. Je l'ai écrit en même temps que j'ai publié le livre sur Joséphine Baker. Dans ce livre, je voulais simplement montrer que l'histoire que moi j'ai apprise sur la Seconde Guerre mondiale, sur la libération de la France, etc., cette histoire n'était pas
Exact. On l'avait un peu retouché. Beaucoup retouché. Je suis modeste. Je l'ai revisité, documents d'archives militaires à la main et les mémoires du général de Gaulle de l'autre. De Gaulle n'a jamais nié que l'Afrique a été indispensable. Dans ses mémoires, il rappelle que le premier bain de foule qu'il a pris après l'échec de la défaite de Dakar, parce que quand il était à Londres, il s'est retrouvé au Sénégal. Donc, entre le mois de septembre, il y a eu une bagarre terrible entre les forces pétainistes qui étaient dirigées par le gouverneur Pierre Boisson, qui était l'ancien gouverneur d'ailleurs de l'Afrique équatoriale française. En effet. Bon. Et qui détestait Félix Eboué. Bon. Il y avait un colonel auprès de ce gouverneur, non? Oui, il y avait beaucoup d'officiers. Il y avait le colonel royal par hasard? J'ai pas le souvenir exact, mais il y a beaucoup de noms. Mais ce qui est important, c'est qu'après la défaite de Dakar, parce que le général de Gaulle avait fait croire que Dakar serait pris facilement. Pourquoi Dakar? Parce que la France, en 1940, avait deux grands ports importants, les plus importants d'Afrique. C'était le port du Maroc et le port du Sénégal. Et c'était les deux endroits où se trouvait la marine française, les plus puissantes marines que la France avait pendant cette période-là. Et donc, les pétainistes avaient pris ces bases navales. Et le problème de Gaulle, c'était que il voulait d'abord prendre la base du Maroc, mais très rapidement, dans des échanges avec Churchill, le Premier ministre britannique, il lui a dit que ce n'était pas possible parce que ça nécessitait un investissement beaucoup plus important en termes de ressources humaines et militaires, mais que Dakar semblait être beaucoup plus à disposition. Donc il y a eu un travail au sein de l'état-major britannique avec le général Spears et le général de Gaulle et Batten et d'autres également. Et donc finalement, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait débarquer à Dakar. Et le 23 septembre 1940, ils arrivent à Dakar. De Gaulle fait un peu le bluff. Il dit qu'il est accompagné d'importantes forces alliées, que si on n'ouvre pas Dakar, eh bien les forces alliées qui l'accompagnent seront obligées d'agir. Mais enfin, les troupes britanniques n'étaient pas si importantes que ça. Donc finalement, le gouverneur Pierre Boisson a décidé de se venger. Et de se venger de la défaite de juin 40, parce que les quatre pays qui ont rallié la France libre, qui ont donné la base militaire à De Gaulle, c'était le Tchad, le 26 août 1940, le Cameroun le 27, le Congo-Brazzaville et le Bangui-Chari le 28 et 29. Le Gabon ne va rejoindre la France libre qu'au mois de novembre. Donc, Boisson, qui était donc le gouverneur général de l'Afrique équatoriale, qui a été affecté en Afrique de l'Ouest, dans ce qui était l'Afrique occidentale française, a donc décidé de se venger. Et donc, De Gaulle, pour la première fois en tant que chef de la France libre, a été battu, sévèrement battu, à Dakar avec les Anglais. Bon, les Anglais qui se sont rendus compte que s'ils continuaient cette bataille, ils allaient perdre beaucoup des hommes, certainement, mais surtout, ça allait mobiliser les forces. Bon, alors d'ailleurs, ils ont perdu un peu la face parce que les Américains étaient très mécontents. Ils ont considéré ils ont dit à Churchill de débarrasser les alliés de cette migraine qu'est De Gaulle. Et les critiques vis-à-vis de Gaulle étaient terribles dans la presse britannique et dans la presse américaine. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il arrivait au Cameroun, donc les Anglais lui ont demandé, mais maintenant que vous vous êtes battu, qu'est-ce que va devenir la France libre? Il leur répondra que, quoi qu'il arrive, la France libre continuera. Mais De Gaulle était démoralisé. Il était abattu. Certains témoins à l'époque m'ont dit qu'il était déprimé. Que se passe-t-il donc? C'est que à Douala, les Camerounais, le colonel, le jeune capitaine de Haute-Cloque, qui est devenu le colonel Leclerc, attendait De Gaulle au port de Douala en héros national, héros français. De Gaulle sort donc de cette défaite profonde. Qu'est-ce qu'il voit quand il arrive à Douala? Des gens qui lui disent, mais
c'est toi le chef. C'est toi le chef. Tu es résistant, c'est toi qui tiens tête aux Allemands, alors que toute une partie de ton pays est couchée à plat ventre devant Hitler. Ouais, Hitler, ouais. Mais on attend que toi, pour sauver la France, pour sauver l'Afrique, pour sauver, etc. C'est du Cameroun que tout ça, c'est le premier bain de foule, il le dit dans ses mémoires, l'image de ces Africains, de ces Camerounais qu'il rencontre, parce qu'il y a une colonne du Tchad, un bataillon de tirailleurs tchadiens qui était venu également au Cameroun, Douala, pour prêter main forte au Cameroun. Donc, De Gaulle, il sort du port de Douala, il a cet accueil triomphal, alors qu'il vient d'être humilié dans le bateau et qu'il arrive là démoralisé. Il voit une foule enthousiaste, débordant d'énergie, etc. De Gaulle dira dans ses mémoires que cette image-là ne quittera jamais son esprit jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire que à chaque fois que De Gaulle va se sentir en difficulté entre 1940 et 1945, c'est cette image qui va lui redonner de la force et de l'énergie. Donc j'ai considéré qu'il était temps, peut-être, que les gens voient les vrais visages de la France libre. Parce que entre 1940 et 1943, l'armée de la France libre était constituée à 70% d'Africains, 20% de métropolitains blancs et 10% légions étrangères. Vivement qu'on finisse par l'enseigner à l'école en France. Et en Afrique. Et en Afrique aussi. Bon. Alors, il y a eu aussi, entre tes livres, ceux qui vont, tous sont de beaux livres qui apportent beaucoup en matière de connaissances. Il y a eu Al-Bashir et Darfour, la contre-enquête. Menace sur le Soudan et révélation sur le procureur Ocampo. Alors, à l'époque, je commence cette enquête parce qu'il y a la crise au Darfour, etc., etc. Tout le monde dit que le président Al-Bashir est en train de massacrer les Noirs au Darfour. Des associations américaines se mêlent de ça. Save Darfour aux États-Unis. Urgence Darfour en France. Bernard Kouchner. Plein de gens. Et je me dis, mais habituellement, les gens ne sont pas passionnés de défendre les Noirs qui sont exterminés. Qu'est-ce qui leur arrive? Bon, et surtout qu'à ce moment-là, il y a des massacres de millions de Congolais. Oui, et personne ne dit rien. Et on ne dit absolument rien. Rien. Alors, je me pose, je me fais cette réflexion, mais qu'est-ce que les Noirs du Darfour ont de plus que les Noirs spécial que les Noirs du Congo ou d'ailleurs et qui mobilise autant de gens? Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on a vu des grandes stars de Hollywood. Comme d'habitude. Oui, comme Clooney, George Clooney, qui venait, Mia Farrow, qui débarquait sur cette histoire pour demander que le président Al-Bashir soit arrêté. Donc je commence donc mon enquête. Le Soudan, c'est pas ma zone traditionnelle d'investigation, de culture arabo-musulmane. Bon, je vais au Soudan, je vais au Darfour également, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je me rends compte, je vais aux États-Unis également, j'enquête là-bas, et je me rends compte que finalement, le problème du Soudan n'est pas le problème du Darfour en réalité. C'est le problème du fait que le président du Soudan a participé à la guerre de Kippour contre Israël en 1973, que le président Al-Bashir, quand il est arrivé, il a ouvert son pays aux associations palestiniennes, à toutes les factions de la résistance palestinienne. Il y avait le Hamas là-bas, le Hezbollah, les membres du Fatah, etc. Tout ça. Et puis surtout, le président Al-Bashir a ouvert également son pays à tous les combattants qui soutiennent la cause palestinienne, dont le terroriste Carlos. Et on retrouve aussi Ben Laden au Soudan, qui étaient là-bas au Soudan. Alors je comprends que l'affaire du Darfour, c'est une affaire périphérique, mais qui est un excellent prétexte, en tout cas, pour combattre le régime. C'est comme ça que je rentre donc dans cette enquête. Waouh, on en apprend, hein? On en apprend.
Je ne dis pas que c'est un bon président, mais je comprends. Ah non, pas du tout. Je comprends que c'est pas parce qu'on aimait beaucoup les Noirs qu'on voulait. Non, oui, voilà. J'ai détruit en tout cas l'alibi des Noirs du Darfour qui semblait intéresser tout le monde. D'ailleurs, tout le monde a remarqué qu'on ne parle plus du tout des Noirs du Darfour. Du tout, on parle plus. On dirait que les problèmes sont complètement terminés, il n'y a plus de soucis, etc. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil.